et bienvenue sur Desinflo, la formation des imams et des professeurs de religion islamique au cœur d'un rapport de l'OCAM, un rapport qui vise le centre islamique et culturel de Belgique. La Belgique doit aujourd'hui repenser son islam. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le député fédéral MR, Richard Miller, membre de la commission de suivi des attentats. Richard Miller, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de nous accueillir ici au Parlement fédéral. Vous êtes député fédéral. Nous assistons en Europe à une prolifération de mouvements extrémistes, de populisme et de mouvements djihadistes, de radicalisme islamiste. Malheureusement, la Belgique a été victime d'attentats le 22 mars 2016 et on peut déplorer 32 morts à l'aéroport de Bruxelles et puis à la station Malbec. Donc, la Belgique est frappée comme d'autres pays en Europe. Vous êtes également membre de la commission de suivi des attentats. Vous avez eu récemment une entrevue avec le président de l'OCAM qui portait sur la formation des imams. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à cela? En fait, la première chose que je tiens à dire, c'est qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame entre l'ensemble des populations de conviction musulmane qui vivent en Europe et en Belgique avec des courants radicaux, des courants islamistes de style salafiste, wahhabite, etc. Il faut pas faire d'amalgame. Nous sommes et nous voulons rester une démocratie accueillante vis-à-vis de l'ensemble des convictions dans un cadre démocratique et dans un cadre de respect et de paix mutuelle. Mais pour arriver à maintenir ce cadre démocratique et assurer finalement un peu de bonheur aux gens, une prospérité, un partage de convictions dans une ville, dans des grandes villes comme Bruxelles, ou bien comme Paris ou comme Londres, etc. Pour arriver à cela, nous nous rendons compte, les responsables politiques se rendent bien compte qu'il y a une véritable lutte à mener contre des courants qui se spécialisent dans la manipulation des convictions des uns et des autres. Et pour l'instant, la communauté musulmane souffre profondément de courants semblables. On se rend bien compte que, par exemple, ici, à Bruxelles, pendant des années, ça remonte à peu près au milieu des années 80, des manuels de formation, la voie de l'islam, des manuels d'éducation, des brochures explicatives, etc., ont été diffusés à des millions d'exemplaires à destination de jeunes gens qui simplement voulaient pratiquer leur culte et qui ont été pris en main, manipulés de façon tout à fait volontaire par des gens qui portaient un discours totalement inacceptable, totalement en rupture avec les valeurs de notre société. Dans ces fameuses brochures financées par l'Arabie saoudite, on trouve quoi? On trouve des incitations au crime, des incitations au meurtre, à la lapidation des homosexuels, à une littérature antisémite, mais vraiment hallucinante. Tout le monde y passe, hein. Tout qui n'est pas salafiste ou wahhabite est considéré comme étant un mécréant. Donc, y compris des musulmans eux-mêmes. Et on a, pendant des années, au sein de la Grande Mosquée de Bruxelles, organisé des cours de formation à destination des enseignants de religion musulmane dans notre enseignement primaire et dans notre enseignement secondaire, qui contenaient de tels textes, des textes qui sont non seulement en rupture avec les valeurs fondamentales, mais qui sont également pénalisables. Il existe des lois dans notre pays qui interdisent des discours d'incitation à la haine, d'incitation à la violence, des discours xénophobes, antisémites, etc. C'est interdit. C'est la raison pour laquelle, avec des collègues parlementaires, au sein de la commission de suivi des attentats, nous avons quand même été
doublement impressionné par la note qui a été transmise par les services de renseignement. Tout d'abord pour le contenu de cette note, je viens d'en parler, c'est carrément une incitation à la haine et au crime, au djihad. Et deuxièmement, nous avons été fortement impressionnés par le fait que nous ayons reçu seulement maintenant une note comme celle-là. Il est assez incompréhensible que les services de renseignement belges n'aient pas, pendant les 15-20 années qui viennent de s'écouler, étudié de façon plus approfondie cette problématique. D'autant qu'il y a déjà eu des questions parlementaires qui ont été posées au début des années 2000 sur les textes dont on parle aujourd'hui et qui sont encore en vente libre dans les librairies musulmanes de Bruxelles. Voilà, donc j'ai tenu vraiment au départ à faire la distinction. Notre propos n'est absolument pas tourné contre nos concitoyens musulmans, mais il est tourné contre ceux qui, sciemment, mettent en place des procédures, des mécanismes, des organisations, des associations pour les amener à avoir une vision unilatérale du Coran et une vision qui n'est pas compatible avec les valeurs de l'Europe. Alors toujours dans le domaine des formations, un institut supérieur de l'islam rattaché à l'exécutif des musulmans devrait voir le jour en septembre prochain donc en Belgique. Il visera notamment à former des imams. L'exécutif des musulmans, comme vous le savez, vient de renouveler la présidence. Donc le président qui a été élu, M. Mehmet Ustun, serait manifestement un proche d'Erdogan, d'un courant rigoriste de l'islam. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Mais ça m'inspire à la fois, comment dire, moi je suis plutôt d'un caractère volontaire. Je suis un humaniste respectueux des convictions de chacune et de chacun, et j'ai vraiment là, même si je sais que c'est très difficile et qu'il est souvent beaucoup plus simple de taper sur les personnes, moi j'essaie toujours d'essayer de comprendre et de voir ce que l'on peut faire pour travailler ensemble. Je trouve que le gouvernement belge, conduit par Charles Michel, a pris les bonnes décisions dans ce domaine-là. Après les attentats que vous avez rappelés, et je veux également y ajouter l'attentat contre le musée juif à Bruxelles. Après les attentats, une commission d'enquête a été mise en place au Parlement. Ça, c'était une excellente réponse de la démocratie. La démocratie a tenu à répondre aux attentats en mettant en place une commission parlementaire d'enquête pour voir ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Nous l'avons fait, ça a été un long travail qui a pris, je crois, pratiquement 2 années. Avec ensuite la publication d'un rapport avec des recommandations qui concernent, 1, la structure de sécurité dans notre pays, 2, l'organisation des secours, comment tout ça a fonctionné pour arriver à sauver ces pauvres gens victimes de l'attentat, et 3, un aspect vraiment essentiel, c'est le processus de radicalisation. Comment faire pour mettre en place un contre-discours qui permette de déradicaliser des personnes. Vous avez toute la problématique dans les prisons, etc. etc. Dans ce cadre-là, nous avons recommandé de casser le contrat qui lie la Belgique avec l'Arabie saoudite pour la propriété de la grande mosquée de Bruxelles. Le gouvernement a suivi les recommandations de la Commission et nous venons cet après-midi même au Parlement, le ministre de l'Intérieur a donné la précision, la lettre qui signale à l'Arabie saoudite que nous mettons fin à la concession a été envoyée le 29 mars, je pense, 2018. Cela ouvre une période d'1 an. C'est ce qui est prévu dans le contrat. Cela veut dire que nous avons 1 an pour trouver un autre interlocuteur, une autre façon de gérer la grande mosquée, une autre façon de développer un islam
compatible avec la Belgique, compatible avec les valeurs européennes. Et dans ce cadre-là, l'exécutif des musulmans a un rôle très important à jouer. Vraiment, à la fois le gouvernement belge et la Commission tendent la main vers l'exécutif des musulmans. Et je le fais aussi à titre personnel. Je sais, et cela a été dit hier en commission de suivi des attentats, que certains émettent des doutes sur, je ne vais pas parler de l'honnêteté, c'est pas ça, mais sur la capacité de l'exécutif des musulmans à vraiment représenter un islam de Belgique. Tout simplement parce qu'il y a des attaches, soit avec le Maroc, soit avec la Turquie, dans le cadre du nouveau président. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir dépasser ça. J'espère qu'on va pouvoir dépasser cela avec un débat ouvert, serein, sans tabou, avec le président d'exécutif des musulmans, avec ceux qui l'entourent, et voir ce qu'il est possible de faire ensemble pour arriver à développer, on parle d'un islam de Belgique, un islam d'Europe, mais vraiment pour pouvoir développer le contre-discours dont une foule de jeunes musulmans aujourd'hui ont besoin. Je vais peut-être vous surprendre, mais d'ailleurs nous avons été surpris, les parlementaires ont été surpris, d'apprendre que l'enquête qui a été menée par les services de renseignement belges, donc par l'OCAM, l'a été aussi parce qu'ils ont reçu une demande de la communauté musulmane, des jeunes musulmans qui en ont assez de se retrouver dans un processus où ils n'ont comme réponse que le salafisme wahhabite. Ils se rendent bien compte que ce n'est pas ça qui permet de vivre sa conviction musulmane pacifiquement et dans le respect des autres. Et donc, voilà, on voit bien qu'il y a au sein de la communauté musulmane, de la population musulmane, il y a des courants qui veulent aller de l'avant. Et sortir de cette espèce d'enfermement dans lequel certains, et notamment avec l'argent de l'Arabie saoudite, ont placé ces personnes. Alors on a bien compris que la Belgique souhaite développer un islam de Belgique et non pas un islam des ambassades, et vous venez de le rappeler. Mais pensez-vous pas qu'avec le recul et avec compte tenu des circonstances, il n'y aurait peut-être pas la possibilité de développer ou en tout cas de copier, je dirais, un modèle peut-être à la française, où on voit que par exemple en France, on établit des coopérations avec des pays d'origine. Je pense notamment avec le Maroc et en particulier avec la fondation de Mohamed VI concernant la formation des imams. Je pense que oui, il faut pouvoir travailler avec les autres pays dont sont originaires les personnes. D'ailleurs, Didier Reynders a déjà établi des contacts avec le Maroc, avec l'État marocain. Nous ne demandons pas mieux que d'établir des contacts du même ordre avec l'État turc. Mais là, effectivement, il y a un questionnement par rapport à la politique voulue et suivie par M. Erdogan. Il est clair que pour le moment, on se heurte à un erdoganisme qui est quand même assez difficile à accepter. Et donc, je ne dis pas qu'il faut rompre avec la Turquie, je répète ce que j'ai dit, il faut être capable de négocier avec l'État marocain, avec l'État turc, mais aussi avec la communauté musulmane de Belgique. C'est un défi. Et le gouvernement belge a 1 an pour arriver à décider de ce que l'on va faire avec la Grande Mosquée, comment travailler avec le nouvel exécutif. Je vais revenir quelques instants à l'actualité par rapport au parti Islam. Le parti Islam, qui fait partie du paysage politique en Belgique depuis 2012, qui a actuellement 2 conseillers communaux et qui souhaite instituer la charia en Belgique. Vous avez été un des premiers à défendre l'idée qu'il faudrait interdire ce parti. Manifestement, la législation ne le permet pas actuellement dans l'état actuel des choses. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour juguler justement les défis qui sont posés par ce parti Islam ? Donc, je rappelle que je suis un libéral, attaché à la liberté d'expression, liberté politique, etc. Et donc, me prononcer, comme je l'ai fait, en faveur d'une interdiction d'un parti, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas un coup de tête. Je ne me suis pas lancé tout d'un coup dans une histoire folle. J'ai beaucoup réfléchi. Et si j'ai estimé que c'était la meilleure décision que nous devions prendre, c'est
en connexion avec tout ce que je viens de dire en réponse à vos questions. À savoir que, oui, à nos concitoyens musulmans, oui, à une vie en commun, au cœur de Bruxelles, dans les grandes villes de Wallonie, sur le territoire de l'Union européenne, etc. Et pas de difficulté à ça. Respect des convictions de chacune et de chacun, je l'ai dit. Mais une lutte qui doit être sans faille contre ceux qui veulent manipuler, qui veulent utiliser, qui veulent prendre pour eux et enfermer l'ensemble d'une population, en l'occurrence la population musulmane. Lorsque les représentants de ce parti islam, à propos desquels on peut d'ailleurs se poser beaucoup de questions sur leur origine, etc., enfin bref, mais quand ils disent à terme la population musulmane va être majoritaire, ou en tout cas tellement nombreuse qu'elle va vraiment représenter une fois, etc. Et que disent-ils? Ils ne disent pas, et c'est très bien parce qu'on va pouvoir aussi avoir des représentants au Parlement, on va pouvoir... Non, non, ils ne disent pas ça. Ils disent il faudra alors que le parti islam soit le seul interlocuteur politique de toutes les institutions belges. Et on n'est pas dans un État totalitaire ici. Hein. Et donc, il y a cette dimension-là qui pose problème. Mais il y a l'autre aspect. L'autre aspect, c'est quoi? Ce sont des personnes qui vont lancer un appel religieux, donc qui vont jouer sur le sentiment de la conviction religieuse des gens pour aller chercher des votes, pour imposer une espèce de pouvoir théocratique. Et moi, je crains cela. Donc, si je suis allé aussi loin dans la réflexion, je l'ai dit, ce n'est pas parce que je m'oppose à la population musulmane, c'est parce que j'ai la conviction qu'il y a là un véritable danger. Les résultats peuvent être très très vite qu'un ensemble de personnes en difficulté au sein de la population musulmane peuvent vouloir répondre à cet appel religieux d'un parti qui va utiliser les voix pour imposer ce qu'il veut. Et alors là, on est aux élections communales. Alors c'est un conseiller, comme un mandataire communal expérimenté qui vous le dit, le soir des élections, toutes les tentations sont présentes pour arriver à faire une majorité. Et moi, ce que je crains, c'est que certains partis qui se sont montrés très ouverts, beaucoup trop ouverts, à des courants communautaristes, je pense au PS, je pense à Écolo, je pense au CDH, etc., pourraient être vraiment tentés, dans certaines communes, dans certaines villes, de négocier des majorités communales avec l'apport d'un parti comme celui-là. En disant, oui, mais enfin, ils sont élus, c'est démocratique, ils sont élus. Mais quand on commence à négocier un accord de majorité pour la gestion d'une ville, je parle d'une ville comme Mons, par exemple, vous avez tous les aspects qui entrent en compte. Hein. Vous avez l'enseignement communal, vous avez la piscine, vous avez tout ce qui concerne la vie des citoyens. Et moi, ça je le crains. Je le crains vraiment que, sous la pression de la volonté d'entrer dans des majorités communales, certains partis ouvrent la porte au parti islam. Alors, au niveau légal, c'est difficile, je m'en rends bien compte, parce qu'on est dans un État démocratique avec une liberté d'expression, une liberté politique, je m'en rends bien compte, mais il y a un élément, il y a plusieurs éléments à répondre à cela. Premièrement, durant la commission d'enquête sur les attentats, nous avons, Gauthier Calonne, Philippe Pivin et moi, demandé aux experts de la commission, donc sur des experts de très haut niveau, ce qu'il était possible de faire. Et ils nous ont répondu, il y a déjà des dispositions dans le droit belge qui permettent d'interdire des partis. Et ces possibilités sont sous-utilisées. Nous avons donc demandé une note pour pouvoir aller plus loin. On verra. Maintenant, il y a un autre élément qui est important, c'est le travail au niveau de la Constitution belge. Là, j'ai déposé 2 propositions de modification de la Constitution, dont une qui est très importante. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que personne ne peut se revendiquer des libertés démocratiques, liberté d'expression, d'association, etc., pour mettre en place un projet de société qui se retourne contre les libertés des autres. Or, c'est ce que le parti islam fait. Il dit, nous avons le droit, on est dans une démocratie ici. Et donc, puisqu'on est dans une démocratie, on peut tenir un discours théocratique.
qui dit que les femmes ne sont pas égales aux hommes, il faut installer des autobus différents, qui dit également que notre système démocratique de justice doit être remplacé par la charia. Donc, ce qu'il dit, c'est pas rien, hein, c'est pas rien comme projet. Mais ils disent on peut le faire. On peut le faire puisqu'on est dans une démocratie. Eh bien, moi je dis non, il faut qu'une démocratie puisse être capable de se défendre. Alors il y a d'autres pistes. Ce seront peut-être les pistes qui seront retenues, qui portent alors davantage sur les personnes, sur l'inéligibilité des personnes. Interdire un parti, c'est probablement difficile, mais travailler à un texte législatif qui porterait sur l'inéligibilité d'une personne qui dirait la femme n'est pas égale à l'homme, voilà, ce sont des pistes sur lesquelles on peut travailler. Très bien. Ce 16 mai a été célébré pour la première fois la Journée internationale des Nations Unies pour le vivre ensemble et la paix. L'actualité internationale, on le sait, est particulièrement meurtrière. Vous aurez peut-être un message à adresser à la communauté musulmane de Belgique et du monde qui, aujourd'hui, commence le Ramadan. Bien, j'ai voulu un peu le faire tout à l'heure en marquant bien la distinction pour que les gens, pour que mes compatriotes, mes concitoyens musulmans comprennent bien le discours que je tiens. Moi, je suis totalement ouvert à une démocratie dans laquelle chacune et chacun peut vivre librement. Et c'est la raison pour laquelle je crois que comme parlementaire, j'ai une responsabilité de mettre en place des remparts contre ceux qui veulent utiliser la population musulmane à des fins qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas tolérables. On n'est pas dans un monde où on peut tuer les gens tout simplement parce qu'ils ne pensent pas la même chose que vous. Donc c'est vraiment ça que je tiens à faire et c'est tout le sens de mon travail. Mais, bien entendu, j'aurais peut-être dû commencer en souhaitant un excellent ramadan à mes concitoyens et aussi à tous les musulmans du monde. Vraiment, je m'en veux de ne pas y avoir pensé. Mais cela étant, je me rends bien compte que ce qui se passe pour le moment en Israël, en Palestine, à la frontière, à Gaza, etc., est une ombre terrible qui plane. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plutôt quelqu'un de volontariste, d'optimiste finalement, même si je sais que les choses ne sont pas simples. Et je considère que depuis le début, donc vraiment depuis la naissance de ce conflit, etc., les États-Unis ont été un médiateur très intéressant, très important pour essayer d'arriver à une paix qui finalement n'a jamais abouti. Mais ils l'ont fait avec beaucoup de conscience. Hein. Des gens comme Clinton, comme Carter, etc. ont essayé de faire avancer les choses. Nous sommes aujourd'hui avec un président, Donald Trump, qui lui a plutôt tendance à faire reculer les choses. Moi je pense que depuis le début la solution elle est européenne. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut que l'Europe maintenant commence à se bouger. Non, l'Europe elle aurait dû déjà se bouger depuis très longtemps. Je me souviens déjà du début des années 2000 où Louis Michel disait que la seule solution, c'est d'arriver à inclure d'une façon ou l'autre, soit par des politiques de voisinage ou des accords de coopération, etc., voire même par une adhésion, les deux États. Israël et l'État palestinien, et d'arriver alors à porter l'ensemble de toutes les garanties politiques, économiques, démocratiques que l'Union européenne est capable de porter. Alors aujourd'hui, j'ai entendu à la Chambre les réponses du ministre Reynders qui dit on va essayer, il faut vraiment que l'Europe se bouge. Il faut vraiment arriver maintenant à avoir une unité au niveau européen pour mettre en place une politique qui permettrait de pacifier la région, d'amener les deux parties à se retrouver autour de la table de négociation. Et donc, voilà, j'en suis fort heureux, mais malheureusement, comme vous l'avez dit lors de votre première question, on constate que dans beaucoup de pays européens, ce sont plutôt les discours populistes qui ont le haut du pavé. Voilà, c'est peut-être une mauvaise période, c'est peut-être une mauvaise passe que l'Europe est occupée de vivre pour le moment, mais il n'y a qu'en avançant, qu'en apportant des réponses, qu'on garantira l'Union européenne.
et que l'Union européenne pourrait être garantie aussi si elle aide à solutionner le problème israélo-palestinien. Richard Miller, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est ici que notre émission se termine. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission des Inflos. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromed CDC. À très bientôt.